Amis internautes de Leral.net, bonjour et bienvenue sur la plateforme Leral TV dans le cadre de votre émission politique. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Patrice Sané. Patrice Sané est un membre de la convergence des cadres républicains, mais Patrice Sané aussi qui porte la casquette de secrétaire administratif de la commission chargée de la veille et du marketing politique. Bonsoir, M. Sané. Bonsoir, M. Diop. Je vous remercie et je vous présente mes meilleurs voeux et aussi à tous les internautes de l'ERA. Merci. Comment vous allez? On vous présente comme un activiste apériste qui n'hésite même pas parfois à taper chez lui, chez les apéristes. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas activiste. Je suis acteur politique et membre de l'APR. Donc, dans ma démarche politique, je m'interdis de dire ce qui n'est pas en phase avec la vérité. C'est pour cela souvent on me taxe de rebelle, d'incompris. Et bon, je continue mon chemin pour alerter les gens. Voilà. Dans le cadre de cet entretien, on va commencer d'abord par le voyage d'État de Macky Sall qu'il a fait en France. Quelle analyse faites-vous de ce voyage qui a quand même défrayé les chroniques avec toutes les informations et les critiques qui se sont suivies? Tout d'abord, je tenais à dire que ce voyage a été un voyage salutaire parce que c'est pas donné pour qu'un président d'un État soit invité durant un certain nombre de jours en tant qu'invité d'honneur. Donc c'est pas donné tous les jours. Et aussi, ce voyage, il y a eu des retombées positives. C'est à saluer et à encourager. Donc les critiques sont tout à fait normales parce que aussi derrière il y a eu des marchés signés avec Alstom. Donc peut-être que sur ce marché il y avait des moins-disants des Chinois. Mais la logique voudrait qu'on n'aille pas dans l'idée du moins-disant mais du mieux offrant. Donc aujourd'hui, saluons cette démarche et espérons que les délais soient respectés. Absolument. Que répondez-vous aux détracteurs du président Macky Sall qui disent que ce contrat avec Alstom n'était pas aussi opportun que ça? Est-ce que cet argent-là ne pouvait pas servir à financer d'autres projets? Oui, l'opportunité des marchés, ça dépend. Hein. C'est suivant l'angle où on se situe. L'opposition dira forcément que c'est pas opportun, mais le plus important aujourd'hui, c'est ce que le peuple y gagne. Donc moi je pense que c'est des infrastructures de nouvelle génération. Donc aussi il ne faut pas qu'on se cantonne dans le Moyen-Âge, il faut qu'on évolue. On est appelé à l'émergence du Sénégal. Donc forcément, il faudrait qu'on investisse dans les nouvelles technologies. Le terre, c'est bon. C'est aujourd'hui quelque chose d'innovant au Sénégal et en Afrique, on peut dire. C'est vrai qu'il y a des pays tels que l'Afrique du Sud qui l'ont. Mais si on réfléchit aujourd'hui en termes de concentration géographique à Dakar, il est salutaire qu'on ait ces moyens de locomotion. Pourquoi? Il y a des gens qui sortent de Thiès, de Diamniadio, de Mbao pour venir travailler tous les jours à Dakar. Avec l'embouteillage qu'on voit sur les routes, il est très difficile aujourd'hui de continuer avec les moyens habituels. Donc, saluons cette nouvelle approche. Et aussi, il y a l'aéroport Blaise Diagne qui sera à Dias. Donc, je pense que c'est salutaire. Il faut applaudir et bon, toujours on peut critiquer sur la faisabilité, le coût et tout, mais sur l'opportunité, je pense que c'est opportun. Certains disent que ça renforce l'idée selon laquelle l'État est en train de s'endetter à un niveau tellement inquiétant que les générations futures pourraient en pâtir. Parce que quelque part aussi, vous ne partagez pas cette idée, bien que ça soit assez prestigieux, le train express régional. Aujourd'hui, l'endettement pour un État, c'est tout à fait normal. Parce que je pense que l'ancien régime que moi je partage
que j'ai partagé durant une dizaine d'années, a eu à encourir à des financements et s'est endetté. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait normal qu'on s'endette pour pouvoir se financer, parce qu'on n'a pas de ressources. On parle bien sûr des ressources minières, mais déjà on commence à en épiloguer et c'est pas encore sorti de terre. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, l'orientation qu'on fera de ces investissements et de ces endettements peuvent être discutées. C'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui où le social prime sur les infrastructures. Mais si quelqu'un n'ose pas investir, je ne pense pas que le Sénégal va prospérer et va émerger. Mais toute cette somme-là pourrait quand même servir comme vous dites, à la demande sociale. Est-ce qu'on ne pouvait pas régler des choses avec ces genres de sommes somptuaires par rapport ici au Sénégal? Que ce soit le social, que ce soit certes les hôpitaux et autres problèmes qui actuellement gangrènent le Sénégal. Oui, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'avec le régime en place depuis 2012, on est en train de faire des efforts considérables sur le plan social. Il y a eu des plans et des projets qui sont mis en place pour soulager les populations, tels que le CMU, le PUDC et consorts. Le CMU, pour nos internautes. Le CMU, c'est la couverture maladie universelle. Donc, ça prend en charge les enfants de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, s'ils venaient à tomber malades, ils vont d'abord, il y a un processus, c'est vrai, ils vont dans un centre de santé, poste de santé, ensuite dans les hôpitaux, et la consultation et les ordonnances sont pris en charge entièrement. Donc ça, c'est des innovations. On n'est pas arrivé à un cash flow où on doit supporter toute la population. Mais si on parvient à toucher une partie de la population, c'est déjà encourageant. Et le PUDC aussi, il y a des zones où c'était presque impossible d'aller. Aujourd'hui, il y a des pistes de production qui sortent de ces zones. Donc, je pense que c'est intéressant que l'État du Sénégal s'ouvre à d'autres perspectives pour aussi développer le pays. Absolument. Donc, à vous entendre parler, quelle analyse faites-vous du bilan de Macky Sall, le fils spirituel de Wade? Est-ce qu'il y a eu une certaine rupture? Est-ce que le PS, tous ses programmes, comme Wade avait dit avec son programme, est-ce que ce n'est pas juste un leurre, peut-être même idéologique? Est-ce que concrètement, le bilan de Macky Sall, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en toute sincérité, je dis que ce bilan, c'est un bilan satisfaisant, à mi-parcours, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a pris le pouvoir en 2012. Le pays, on est au Sénégal, hein, personne n'a quitté ce pays pour aller ailleurs. On est là, on a vu des situations qui étaient vraiment abominables à la limite. On a vu des financements à des taux vraiment exponentiels. On a pris ce pays. C'est vrai que nous, on est venu, on a prôné la rupture. La rupture, c'est dans plusieurs aspects. Il y a l'aspect comportemental, il y a l'aspect financier, il y a beaucoup d'aspects. Mais sur le plan de financement des investissements, je pense qu'aujourd'hui, le président est en train de faire des efforts. Et c'est des efforts qui sont visibles. Le pôle de développement urbain de Diamniadio, il faut passer pour voir, ça pousse de terre. Et tous ces projets, si ça venait à sortir de terre, je pense que non seulement Dakar va se désengorger, mais aussi ça sera un centre où les gens qui vont sortir de Kaolack, Thiès et les autres régions n'ont pas besoin forcément de venir jusqu'à Dakar pour avoir soit des papiers, des documents administratifs ou bien d'autres éléments, ou bien aller même à l'hôpital pour se soigner. Donc je pense qu'aujourd'hui, à mi-parcours, ce bilan il est satisfaisant. Par contre, on va parler de rupture dans les comportements. Plus ou moins, je dis que si on ne voit pas la même chose, on voit pire sur le comportement des politiciens, des acteurs politiques. Parce qu'on se rend compte que ce pays, c'est un pays qui est en permanence, qui fait de la politique en permanence. Et on ne peut pas se développer ainsi. Tantôt, même chez les apéristes. Mais c'est partout, je dis c'est général, c'est quelque chose qui est épidémique.
On ne travaille pas. On ne travaille pas, on ne fait que de la politique 365 jours sur 365, chaque jour avec son lot de problèmes et de sollicitations. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui l'amène en réalité? Ce sont aujourd'hui les tares des anciens régimes. Parce que il faut se rappeler qu'avec l'ancien régime libéral de 2000 à 2012, on ne nommait que des gens qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de diplôme. Et les jeunes, aujourd'hui, pensent que faire de la politique, c'est un métier. Ou bien c'est un raccourci. Et c'est pas ça, la politique. La politique, c'est quelque chose de noble. Mais les gens ne veulent plus faire de la politique. Les gens qui ont un métier ne veulent plus faire de la politique. Parce qu'ils se disent que c'est un milieu où vraiment c'est donné, on s'insulte à longueur de journée, on se bagarre pour des postes de positionnement. Et c'est pas intéressant. C'est pour cela, moi, je tiens toujours à rappeler à mes jeunes frères que c'est vrai, faire de la politique, c'est quelque chose d'important, mais il faut au préalable avoir un métier, avoir un diplôme. Ça, c'est en réalité une question de survie. Mais bon, de plus en plus, ça va finir. Parce que on se rend compte que ce n'est pas les politiciens, les 2 millions de politiciens qui élisent un président. Les gens qui s'activent dans les partis politiques ne font même pas 1 million. Donc les vrais électeurs aujourd'hui, ceux qui sont acteurs du changement, ce sont ces gens qui sont dans leur maison, dans leur salon, qui au moment de voter vont et jugent sur un bilan. Donc ça c'est réglé, hein. Moi je n'ai pas d'inquiétude sur cela. Je ne vais pas demander à qui que ce soit d'aller, je vais les prouver qu'on est en train de travailler, mais je ne vais pas tordre le bras de qui que ce soit, fût-il même mon fils, pour lui dire va voter pour telle ou telle personne, parce que même moi je ne fonctionne pas ainsi. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est un élément qui est décisif. Parce que moi j'ai l'habitude de le dire, que le président Macky Sall n'a pas une opposition au Sénégal. La seule opposition qui existe, ce sont les activistes des réseaux sociaux. Absolument. Ça c'est clair. Donc, c'est pas le Fonds Ouattara ou bien les autres qui n'osent pas faire de marche. Justement, on a vu récemment, par rapport aux réseaux sociaux, le président qui aurait ordonné que ces affiches portant son effigie disparaissent de la VDN ou de certaines contrées de la... Est-ce qu'en marketing politique, est-ce que c'est pas un aveu vraiment de défaite avec tout ce qui l'entoure en termes de marketing politique et de communication? Est-ce que ce n'est pas une défaite dans la communication du chef de l'État, menée par des DG, parfois même des ministres? Vous savez, le président, moi je l'ai dit à certaines personnes et j'ai même applaudi lorsque le président a pris cette mesure. Parce que le marketing politique, ce n'est pas des tapages publicitaires et des affiches en grand format qui nous coûtent excessivement cher. Parce qu'un panneau publicitaire, mine de rien, sur un acteur comme la BDN, c'est 10 millions pour une campagne. Un seul panneau. Donc, vous dépensez de l'argent inutilement. Pour faire quoi? Ou pour dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, ces gens qui apprennent ces acteurs, c'est des gens qui vont soit travailler en ville ou bien qui ont des besoins quelque part, mais ce n'est pas la grande masse qu'on est en train de toucher. Donc, ce n'est pas une volonté du président en tant que tel. Ce sont quelques personnes qui n'ont pas travaillé, parce que le travail, c'est quoi? C'est pas voi et moi, c'est sur le résultat. Aujourd'hui, je donne un exemple banal. On ne peut pas me confier aujourd'hui la direction pour ne pas fâcher quelqu'un, ainsi dit, la direction des ordinateurs. Je ne parviens pas à réparer des ordinateurs et je passe tout mon temps à faire des affiches sur les acteurs de la rue, sur des ordinateurs. Il n'y a pas de sens. C'est comme si vous disiez que c'est des DG qui font ces affiches. Ils ne travaillent pas, c'est du voyez-moi, c'est du populisme. Parce qu'à côté de ces affiches, sur ces affiches, vous ne verrez jamais une communication sur les points positifs de ce qu'on a eu à faire. Vous ne verrez que leurs images en costume cravate. Avec le chef de l'État. Mais c'est pour montrer la proximité qu'ils ont avec le chef de l'État. Mais derrière, ils ne rendent pas service. Ils ne rendent pas service parce qu'après, c'était un tapage visuel. Les gens, à la limite, ils étaient des donc, et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc,
je pense que la mesure elle est à saluer et il ne faut pas s'arrêter à là. Je pense qu'il y a des affiches qui sont dans la rue, qui sont toujours là, et, sur l'autoroute, la route de l'aéroport. Ils n'ont qu'à enlever toutes ces affiches et nous laisser respirer un peu avec l'air. Et puis c'était aller tôt et c'était risqué pour les automobilistes. Vous voyez des affiches avec, qui font du 25/5, des grands panneaux, vous avez qui bloquaient la visibilité des routes. Mais je pense que c'était trop en fin de compte. Et qu'il aille le faire dans la zone rurale. Absolument, absolument. Macky Sall, actuellement, par rapport à ses relations avec l'opposition du Sénégal, certains analystes disent qu'il est apparemment un président assez dictatorial. On a vu la marche du 14 octobre qui a été réprimée avec force. Et même on a vu des anciens premiers ministres comme Abdoul Mbaye être violentés avec des gaz lacrymogènes, avec toutes les échauffourées qui s'en ont suivi. Quelle analyse fait? Est-ce qu'il n'y a pas un certain recul de la démocratie par rapport aux droits humains ici au Sénégal? Du tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est un pays où foisonner c'est trop dire même, où sont présents beaucoup d'organismes qui luttent contre les droits de l'homme. Concernant cette marche, c'est important de rappeler qu'on a trouvé des arrêtés et des décrets des régimes précédents. Et un État, c'est une continuité. Il a été bien mentionné que pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire une marche de la RTS vers la ville. Ça, eux, ils le savent. Tous ces responsables politiques qui sont dans l'opposition ont eu à être au pouvoir. Ils le savent. C'est l'arrêté de Ousmane Ngom. Donc aujourd'hui, s'ils font fi de cet arrêté pour dire par la force, ils vont faire une marche de la RTS vers la place, vers le ministère de l'Intérieur, c'est du faire du matin. Et parce qu'on les a autorisés de faire la marche de la place de l'Obélisque à la RTS. Ils ont affaire à la loi, mais nul n'est censé ignorer la loi. Ils ont subi ce qu'ils ont voulu faire. Et cette image d'Abdoul Mbaye, ancien premier ministre de Macky Sall, qui est comme ça violenté, ça ne nous gêne pas par rapport à l'image du Sénégal? Bon, ça me gêne, hein. Non, ça me gêne parce que moi je suis un être humain, je suis un acteur politique, je ne veux pas qu'on me fasse ces situations, je ne veux pas vivre ces situations demain. C'est pour cela que j'évite d'être hors de la loi. Mais je pense que aussi M. Abdoul Mbaye, c'est un homme politique. Lorsqu'il s'engageait en politique, il savait les conséquences qu'il va subir dans la politique, donc qu'il l'assume. Parce que la politique aussi, il y a des hauts et des bas, il y a des vices. Donc si on veut aujourd'hui faire certaines choses dans la politique, se dire bon on est guerrier et tout, je pense qu'ils vont subir. Mais le président Macky Sall, il est un homme de dialogue, mais pour dialoguer il faut deux. S'ils disent qu'ils ne veulent pas dialoguer, nous on a d'autres choses à faire que de rester dans des dialogues permanents dans ce pays. Absolument. Par rapport à l'opposition sénégalaise, que pensez-vous actuellement de son état? Est-ce que c'est un bloc compact? Est-ce que c'est une opposition qui peut inquiéter Macky Sall? Il y a Idrissa Seck, il y a Abdoul Mbaye, il y a Malick Gakou, le Front Manko Wattu Sénégal et toutes les autres chapelles politiques. Est-ce que vous pensez que ce bloc-là peut inquiéter le président Macky Sall en vue des législatives et de la présidentielle de 2019? Bon, moi j'avoue que l'opposition, même s'ils étaient 2, 3, peut faire mal, peut inquiéter et c'est des éléments à prendre en compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette opposition qui est en face qui peut vraiment déstabiliser ou bien faire un changement de programmatique. Pourquoi? Parce que même eux, dans leur organisation, ils ne sont pas d'accord sur un leadership. On a vu comment ils se sont tirés le chapeau entre leaders pour prendre le poste de coordonnateur. Et pourtant, le poste était tournant. M. Gakou savait que le poste était tournant. Mais il s'est arraché. Il a refusé de lâcher le poste. On l'a remis aujourd'hui à Mamadou Lamine Diallo. Mais derrière, c'est quoi? Vous ne voyez pas le PDS dans Ouattou. Ils sont dans le front patriotique avec M. Decroix, qui aujourd'hui c'est le seul agitateur de tous ces mouvements qui tournent autour.
Et moi, j'ai pas d'inquiétude. Hein, j'ai pas d'inquiétude. La seule opposition, comme le président l'a dit, c'est la demande sociale. Et moi, je vais même rajouter que ce sont les réseaux sociaux et les activistes. On a vu même récemment le président communiquer avec les réseaux sociaux. C'est devenu une dimension importante du marketing politique, les réseaux sociaux. Oui, c'est un élément que nous, on ne néglige pas. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout acteur politique, toute personne qui aurait besoin d'avoir les voix de la population doit impérativement prendre en compte cet élément. Parce que c'est un élément qui n'est pas à négliger. On a vu aujourd'hui avec la Turquie, le président Erdogan, lorsque l'État était presque à terre, c'est via les réseaux sociaux qu'il a fait appel à son peuple. Il a repris le pouvoir. Donc c'est des éléments à ne pas négliger. Mais bon, par contre aujourd'hui on retrouve dans les réseaux sociaux du tout et il y a une opposition que moi j'appelle aujourd'hui des activistes. Donc, mais c'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre parce que ils sont soit dans la diaspora, ils n'ont pas accès aux communications physiques, ils sont obligés de passer par les communications virtuelles pour faire passer le message. Absolument. À l'approche des législatives, on sait que l'APR c'est un jeune parti. En 2012, l'Alliance a gagné les élections. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une maturité? Est-ce que le maillage est assez bien touffu pour que vous affrontiez ces législatives après le référendum sans parti pris? Est-ce qu'honnêtement, vous pensez que l'APR est assez soudée pour aller à ces élections? Moi, je pense que c'est réglé. L'APR n'ira pas seul aux élections. On est dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Soit le président, il a été clair et il tient à cette coalition. Donc on ira avec la coalition composée des autres partis alliés tels que le PS, l'AFP, l'LD et consorts, on ira aux élections ensemble. Donc ça c'est clair et moi je pense que même si aujourd'hui l'APR venait à partir seul, je donnerais une probabilité de chance de 13 sur 14 régions. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui au niveau de maillage national, on est leader sur les 13 régions. La seule région qui nous pose problème, c'est Dakar. C'est la bête noire. Avec M. Sall Khalifa. Donc c'est la seule région qui nous pose problème. Donc, et ça, je pense, c'est aussi, c'est surtout au niveau de la désignation des leaders, des responsables politiques locaux. Donc, c'est à eux aujourd'hui de prendre connaissance qu'il y a une faiblesse qui est là, de s'unir et de travailler pour ça. Mais sinon, à chaque échéance, ils seront malmenés. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Khalifa Sall est ainsi attaqué? On voit son parti politique, il y a Tanor Dieng, d'accord, qui parraine le Benno Bokk Yakaar, mais il y a Barthélémy Diaz qui a des problèmes judiciaires, il y a récemment Bamba Fall aussi qui a des problèmes judiciaires, il y a peut-être il ne reste qu'à Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de saper cette émergence de cette personnalité politique? J'avoue, dans ma lecture, parce que moi je ne suis pas socialiste, je ne suis pas du PS, je suis un observateur politique de la situation au sein du PS. Je dis qu'aujourd'hui, pour le cas de Bamba, moi je tiens à l'encourager dans l'épreuve et aussi dire que c'est une épreuve de la vie, hein, c'est tout à fait normal dans une vie qu'il y ait des hauts et des bas, donc je le souhaite pour le meilleur. Donc c'est pas les mêmes cas que Barthélémy, que les cas de Bamba, Barthélémy, les autres cas, non, c'est différent. Parce que moi j'avoue que aujourd'hui Barthélémy devrait applaudir et il a toujours souhaité pour que cette affaire soit évacuée. Donc si il a l'opportunité d'aller devant les juges pour se défendre, donc moi je ne fais que saluer. Donc, et puis je donne une présomption de bonne foi. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose derrière pour affaiblir le parti et tout, non, je ne pense pas.
Il y a aussi Khalifa Sall qui dit que bon, par rapport à la mairie de Dakar, il reçoit des bâtons dans les rues par rapport au financement de l'Union européenne. Il y a un certain veto subtil de l'État sénégalais qui... Vous savez, Khalifa, M. Sall Khalifa, ne dira jamais aujourd'hui qu'avec l'acte 3, on lui a mis des bâtons dans les roues. Il vient de faire passer son budget de 66 milliards avant-hier, qui est un budget qui n'a jamais monté avant l'acte 3. Donc, on ne peut pas aussi avoir, se dire qu'aujourd'hui, on met un budget de 66 milliards avec des recettes et tout, que derrière, on est en train de nous combattre. Non. Je ne pense pas qu'il y ait une idée derrière de bloquer. Pas du tout. Qu'il arrête de se victimiser. Et il est au sein d'un parti. Il est au sein. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, qu'il est au sein du PS, qu'il est dans les instances politiques du PS, telles que le bureau politique et tout, et qu'il ne peut pas prendre ses positions personnelles dans ce bureau politique. Et que derrière, qu'il y ait des personnes qui portent sa voix. Mais le problème, c'est que par rapport à la mouvance présidentielle, à chaque fois qu'un parti a été proche de Macky Sall, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit l'AFP, après il y a une implosion et puis certains leaders très proches du sommet de son parti, il y a Malick Gakou qui est parti, il y a actuellement, c'est presque l'implosion au PS. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est pas aussi machiavélique que ça? Du tout. Le président Macky Sall n'a pas pouvoir d'intervenir dans un parti politique. Parce que c'est une association privée de personnes. C'est à eux de se battre en interne. Nous, on a des problèmes en interne. On a des problèmes en interne. Donc, chaque parti a sa réalité. C'est à eux de se battre en interne. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, dans ce que moi je suis en train de voir, ce n'est pas les socialistes qui se battent entre les socialistes. Non, il y a des khalifistes et des socialistes. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des khalifistes qui ne sont pas des socialistes. Et j'en connais, personnellement, j'en connais beaucoup. Il y a des khalifistes qui ne sont pas des socialistes. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas s'immiscer dans les problèmes du PS. Moi, je pense que c'est incongru. On ne peut pas dire que oui, ce n'est pas ma maison, mais je vais y rentrer. Ce n'est pas le problème. Ils n'ont qu'à gérer le mouvement. Si Khalifa dit aujourd'hui qu'il veut se présenter à la présidentielle, sous la bannière de mouvement Khalifa, mais que lui qu'il se prononce. Mais Khalifa n'a jamais dit. Khalifa a dit qu'il reste au PS. C'est récemment qu'il a dit qu'il va se présenter aux législatives. Vous pensez qu'il instrumentalise des personnes? Non, je ne pense pas. Ils sont assez majeurs, mais bon, c'est dans le jeu politique. Chacun aussi a ses méthodes. On peut souffler le chaud et le froid. Donc, il peut être en instance politique et dire oui, 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 et sortir et dire à ces gens non, non, non. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités et de dire stop, je m'arrête et je vais ailleurs. Malick Gakou, c'est ça qu'il a fait. Et il a eu ce mérite. Donc, le président Macky Sall aussi l'a fait au PDS. Moi, ça m'a trouvé au PDS. Vous pensez qu'il doit marcher sur cette trace? Pas forcément, ils n'ont pas les mêmes trajectoires. Ils n'ont pas les mêmes trajectoires. Moi, ça aurait été moi, Khalifa, je vais rester dans le Parti Socialiste et me battre en interne. Mais aussi, il faut qu'il calme ces lieux-là. Le problème, c'est que quand il se bat, on voit Baba Fall emprisonné, on réveille encore le procès de Barthélémy Dias. Est-ce que parfois, c'est un peu compliqué, il y a un link assez oui. C'est une coïncidence qui est douteuse, comme on peut dire. Mais je dis que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le cas de Bamba, c'est moi c'est quelque chose qui m'affecte personnellement. Parce que les chefs d'inculpation aujourd'hui qu'on a portés sur lui, moi, me fait peur d'être acteur politique. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être responsable politique quelque part. Je suis en réunion avec un bureau politique que moi, que peut-être un de mes amis ou bien un de mes membres ou bien sympathisants soit dehors en train qu'il ait des bisbilles avec quelqu'un, qu'on me reproche cette faute. Tentative d'assassinat, mais ça c'est grave. Non, mais il faut tentative d'assassinat. Mais on a voulu assassiner qui? Ça pose problème. Mais moi, en tant qu'acteur politique, j'ai peur. Je suis passible de la prison aujourd'hui. Parce que moi, la moindre des choses, c'est quoi? C'est de prendre celui qui a tenté d'assassiner, qu'on l'emprisonne. Mais on ne va pas prendre celui qui a envoyé, qu'on assassine, entre guillemets.
Mais celui-là, il n'a pas. C'est des faits qu'on appelle. C'est du flagrant délit. Tu tentes de m'assassiner, on te prend en flagrant délit. Mais on va prendre quelqu'un en tentative d'assassinat. Moi, je pense que les chefs d'inculpation. Non, c'est lourd. Les chefs d'inculpation sont lourds de conséquences et qu'ils peuvent sacrifier la vie d'une personne. C'est un père de famille. Moi, j'appellerai aujourd'hui au procureur de la République de nous édifier, de faire une conférence de presse comme on a eu à le faire lors du décès de notre maman, Fatoumata. Donc, qu'il fasse une conférence de presse ou bien un point de presse et qu'il nous édifie le PV. Ce qu'on reproche à ces gens, on nous édifie, on est des citoyens. Il faut qu'on sache. On a tenté d'assassiner qui, quand et comment. Moi, je n'ai pas vu ce que j'ai vu au niveau des sites internet. J'ai vu qu'on a jeté du sable et de l'eau à quelques responsables. La Diouf avance qu'aucun de lui n'a été arrêté. Donc... Personne. On a le directeur de... Et puis on a emprisonné que des responsables. Des personnes qui vraiment sont responsables. Ce n'est pas responsables politiques, mais des responsables, des chefs de famille qui ont laissé leurs enfants. On a pris 9 responsables politiques et responsables des directeurs de cabinet et tout. On n'a pas pris peut-être à la limite c'est un nervi, peut-être. Je ne sais pas le fond du dossier, mais quand même dire tentative d'assassinat, moi j'ai peur. C'est un peu fort. C'est fort et j'ai peur même pour faire de la politique, je pense que... Pour revenir à votre famille politique, tout à l'heure vous disiez que même à l'APR il y a des problèmes. Il y a même certains qui vous caricaturent en disant que l'APR c'est un jeune parti, c'est juste une armée mexicaine. Récemment il y a eu des bisbis entre Yakham Mbaye, Abdoulaye Diouf Sarr, il y a eu les échanges d'armes par presse interposée, Mame Mbaye Niang, Aliou Sall. Est-ce que tout ce bric-à-brac-là, ce touille-bouille-là, ça ne reflète pas le caractère quand même hétérogène de votre formation à quelques mois des législatives? Moi je dirais que l'APR, comme on aime le taxer, n'est pas un parti jeune. Jeune par rapport au PS et les autres partis, oui, mais on a eu un parcours qui nous a amenés au pouvoir. Donc moi, mine de rien, je suis à l'APR depuis 2010. Donc je pense que c'est presque 7 ans. Donc, et j'ai trouvé d'autres personnes, donc un parti qui parcours assez atypique. Oui, c'est atypique parce que c'est l'effort, c'est le travail du leader, exercé par le leader. Effectivement, on voit des bisbilles au sein de l'APR qui souvent même dégoûtent les populations. On voit des jeunes qui se chamaillent, qui se bagarrent. Il y a eu même des batailles rangées. Notamment à la permanence. À la permanence. Moi, je pense que ça, c'est des choses aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il y a eu des problèmes de leadership pour Dakar entre responsables. Ça aussi, il faut entre eux qu'ils puissent se retrouver. Totalement à Montouba avec la République de Seydou Gueye. Oui, bon, mais vous savez, Dakar, je dis, l'enjeu c'est Dakar. Aujourd'hui, dans les autres régions, vous n'entendez pas ça, parce que les gens ont d'autres chats à fouetter. Moi, je suis de la Casamance, les gens, s'ils se réveillent, ils vont travailler. Ils n'ont pas le temps pour faire de la politique en longueur de journée. Donc, l'enjeu c'est Dakar. Et Dakar, la configuration de Dakar fait telle qu'ils sont obligés de se tirer les zones. Parcelles, c'est une ville. Il est tellement immense qu'on peut le considérer comme une ville. Angor, c'est une ville. Médina, Pikine, etc. Donc, chaque zone, chaque responsable pense qu'il est leader quelque part. Mais, si on ne voit que l'aspect résultat, aujourd'hui, électif, Dakar appartient à Diouf Sarr. Il n'est pas mon leader, il n'est pas mon mentor. Moi, je n'ai qu'un seul leader qui s'appelle Macky Sall, mais c'est le seul responsable politique APR qui a gagné quelque chose. Donc, il faut que les ambitions soient aussi limitées, que les gens sachent qu'ils travaillent pour le développement de ce pays, mais pour des guerres de positionnement, c'est... Donc en termes de légitimité populaire, c'est Abdoulaye Diouf Sarr que... Non, je ne le dirai pas, Moi, je parle en termes électifs. C'est lui qui a gagné. On est parti, il a gagné la mairie de Yoff. Donc, c'est le seul aujourd'hui qui a une légitimité politique.
Mais par contre, aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui pour Dakar c'est lui le chef. D'autant plus que le président a réglé ce problème. Il ne veut plus entendre parler de chef de Dakar. Si Amadouba était... Oh, Amadouba, moi je n'ai rien contre Amadouba. Je dirais que moi je réside aux parcelles, ça fait maintenant presque 10 ans. Mais on n'a jamais gagné aux parcelles. Moussa Sy, à chaque fois, ils nous l'amènent là-bas. Donc il faut qu'ils arrêtent de dire oui, je suis le chef de quelque part. Ils sont chefs de nulle part. Ils n'ont qu'à travailler pour qu'il y ait un leadership naturel et que le parti puisse gagner. C'est le plus important. Mais des guerres de positionnement individuel, ça ne règle pas le problème. Il y a aussi, même au sein de la COJER, peut-être que vous venez plus de la COJER, vous êtes dans la convergence, mais même il y a des bisbilles assez criardes entre Marième Faye Barou, il y a aussi Thérèse Faye, il y a même parfois des clins d'œil entre Mambaïnian et Thérèse Faye, ça aussi, ça ne sert pas... Non, moi je pense que pour la COJER, moi les deux, Marième c'est une amie, Thérèse c'est une sœur, donc je pense que leur problème, leur divergence a été réglée. C'était... Marième aurait pu être tuée là-bas lors de la conférence. Oui, la bagarre était tellement violente. Mais c'est à dénoncer, c'est à dénoncer. Mais c'est pour cela aujourd'hui, j'appelle à une certaine maturité, à une certaine responsabilité des jeunes qui font de la politique, qui s'engagent à faire de la politique. Parce que la scène de la fois passée, il pouvait y avoir meurtre. Ou bien, je ne sais pas, je ne vais pas dire assassinat comme les socialistes l'ont fait, l'ont dit. Il pouvait y avoir meurtre. Parce que le monsieur que j'ai vu par terre, ce gars, si par bagarre une voiture passait sur sa tête, il était mort. Pourquoi? Pour une personne, pour un poste, ça ne vaut pas la peine. Donc je pense que, et puis c'est pas, moi je dis, aujourd'hui, si on est en association, le leadership même interdit qu'on se dise que je suis le chef. C'est pas bien. Et puis ça pose une question de conscience républicaine. Le même jour, il y a Mohamed VI qui était ici en voyage. Ça aussi, ça pose un certain problème. Mais je dis que ce jour-là, moi j'étais sur la VDN, je rentrais, j'étais député. Hein, parce que non seulement ils ont créé un embouteillage dessus, ils ont créé un embouteillage, mais ça donnait une mauvaise image. Une mauvaise image, je ne dis pas une mauvaise image de l'APR, mais une mauvaise image des acteurs politiques. Parce que ces gens qui sont fatigués, qui descendaient à 18h pour rentrer, voir des gens qui se bagarrent, bloquer une circulation pendant 30 minutes, et c'est dégoûtant. On se dit que mais ça ne vaut pas la peine. Et ça a continué à l'université républicaine. Moi je pense que ce problème a été réglé parce qu'au niveau de l'université républicaine, le président a été clair. Il dit qu'il reconduit Thérèse. Donc, je pense que les ambitions même si sont... elle a dépassé les 35 ans. Oh, vous savez, il n'y a pas un parti politique au Sénégal ici où les responsables des jeunes à 35 ans. Réumi, c'est mon doyen, Thierno Bokoum, il est plus âgé que moi. PS, Bounama, il n'est pas jeune. Donc, arrêtons avec ces problèmes de jeunes. Jeunes peut-être par l'âge ou bien l'âge, mais c'est la jeunesse en réalité, parti politique, dans les partis politiques, ce n'est pas les mêmes réalités qu'avec une question d'âge. Donc, c'est une question de confiance, c'est une question aussi de choix. Laissons cette primeur aux leaders et aux responsables. C'est comme vous dites. Oui. Et parlons maintenant du cas Karim Wade. Ça rocambolesque grâce, il est parti, on ne sait plus où il est, parfois au Qatar, parfois à Paris. Est-ce que ça ne conforte pas l'assertion d'Idrissa Seck qui disait qu'il y a un deal international orchestré autour de la personnalité de Karim Wade, vu les affinités affectives et aussi politiques entre Abdoulaye Wade et Macky Sall? Vous savez, le président Idrissa Seck, il a des termes souvent qui sont destinés à un peu déstabiliser le président Macky Sall, qui au passage, je dirais, ils ont été des frères de parti. Moi, j'ai été à la CIS en cette période où je les ai trouvés ensemble. La CIS, c'est la cellule de l'initiative stratégique du PDS, donc que Idrissa Seck gérait. Il était le coordonnateur, ensuite le président Macky Sall l'a remplacé à ce poste. Donc je dis, ils sont les frères. C'est la politique peut-être qui fait qu'il y a souvent des distanciations ou bien un certain discours qu'on tient.
mais c'est des amis, c'est des frères. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a eu un deal, parce que pour qu'il y ait deal, il faut un dealer et un dealer. Moi, j'ai pas vu le dealer. J'ai pas vu le dealer, je ne peux pas parler de dealer. Le dealer, son papa, Maître Abdoulaye Wade, a dit qu'il y a un deal et que ça va s'arrêter bientôt et qu'il n'y aura plus rien à reprocher à Karim Wade qui va reprendre son avenir politique. Vous savez aussi Jeune Afrique qui a fait un dossier quand même assez... Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect et d'estime pour le président Wade. Lui il le sait, moi je le sais. Donc on a eu à cheminer pendant 10 ans. C'est pas d'un seul coup que je vais dire des choses que je ne crois pas. Donc je dis qu'aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas parler de Dieu. Karim Wade a été gracié suite à une demande de grâce. Ça, il faut le rappeler, parce qu'on ne peut pas gracier une personne sans une demande. Il a demandé à être gracié. Qui l'a écrit, qui l'a rédigé, qui l'a demandé, on ne sait pas. Je ne sais pas. Il paraît, certains disent que Karim Wade avait refusé de signer. Mais il est sorti. Mais il est sorti. Il est sorti. Mais pourquoi? Moi je dis non, il est sorti. Il est sorti. Il a pris son avion. Il est parti nuitamment. Il a fui le pays. Non, c'est pas une infiltration. Il était assez majeur et libre à la porte de Rebeuss de tenir sa conférence de presse. Il est libre. À la sortie de Rebeuss, tu deviens libre. Tu as signé le papier qui te autorise à sortir. Les réseaux sociaux ont été coupés. Non, moi j'avoue que je me suis connecté à cette heure-ci. À l'heure où Karim quittait, moi je m'étais connecté. Donc c'est un canular. Il est sorti du pays. Il a voulu prendre un avion cette nuit et partir. Il pouvait rester. Moi, on ne peut pas m'obliger à sortir du Sénégal. On ne peut pas. Aussi, il était là durant, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, pendant une certaine période. Il avait des sympathisants, mais la moindre des choses, c'est de dire merci. C'est de la reconnaissance. Moi, ce gars, j'ai peur pour lui. Il ne peut pas être mon président. Parce que le jour que ça va chauffer là, il va quitter le pays, il va nous laisser. Donc je dis aujourd'hui, Karim Wade doit comprendre que s'il a des ambitions politiques, ce n'est pas en restant à Doha, contrairement, vous pensez qu'il n'est pas. Il est quelque part. Il appelle les gens, il les envoie des textos, il appelle des lutteurs, il fait ses contributions, il fait ses sorties. Bluetooth, quoi. Il aime la facilité, il aime les clims, ils n'ont qu'à venir sur le terrain et parler à la population. Et il ne faut pas oublier, là aussi, les projets qu'on a mis en place ici, durant la période où il était ministre du ciel, de la terre, je ne sais pas, et tout, on est là, on a vu. Le toboggan qui est là aujourd'hui en partant sur la corniche, le toboggan, ce petit toboggan nous a coûté des milliards. Mais tu rentres là-bas, tu as peur. Il n'y a ni de lumière, ni rien. Moi, je ne rentre plus là-bas, ça fait 2 ans. Si ça pleut, c'est inondé. Et c'est lui. Il y a des kilomètres de route qui nous ont coûté excessivement cher. Et c'était Karim Wade. Il ne faut pas que les Sénégalais soient amnésiques. Et moi, je pense que les gens ont compris. Les Sénégalais ne sont plus fous, entre guillemets, comme m'excuse du terme. Mais on sait ce qu'on veut. Donc, sachons, donnons-lui la possibilité de revenir et de se battre sur le terrain. Peut-être une dernière question avant votre mot de la fin. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, expert de marketing politique, que Karim Wade soit actuellement le candidat qui peut quand même faire de l'ombre à Macky Sall, puisque l'opposition est ainsi dispersée? Cette vague de sympathie qu'avait eu Macky Sall quand il a été défenestré à l'Assemblée nationale, est-ce que l'APR n'a pas un peu peur de Karim Wade avec tout ce qui s'est passé? Karim Wade n'a pas parlé aux Sénégalais, il est parti au Qatar, on l'entend presque plus. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte par rapport aux soldats Karim Wade? Moi personnellement, je n'ai pas une crainte pour Karim Wade, pour l'avoir côtoyé pendant des années. Ils n'ont jamais adhéré au PDS. Ils étaient génération du concret avec 2 amis et tout, ils n'ont jamais voulu adhérer au parti. Il n'a jamais adhéré au parti. Il était à la périphérie du parti avec des mouvements satellites. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais osé affronter la base. Il n'a qu'à revenir. Le champ est là. Peut-être on va lui léguer le PDS, parce que c'est un patrimoine personnel, familial. Ils vont le léguer. Mais qui va le suivre? Moi, j'ai plus peur des gens qui font du terrain actuellement, tels que Abdoul Mbaye, qui est à Fanaï, qui est quelque part, qui font du terrain. Qui fait les mêmes choses que Macky Sall, les mêmes photos. Bon, peut-être il se dit qu'en faisant la même chose, il aura la même chose. Bon, mais je respecte ce monsieur, que celui qui a des kilomètres,
qui nous balancent des SMS, des téléphones. Ça, je ne pense pas que les Sénégalais soient assez immatures pour faire. Mais bon, chacun est libre aussi, hein, chacun est libre de choisir son candidat. La PR n'a pas peur du candidat. Moi, personnellement, et connaissant le président Macky Sall, on n'a pas peur de Karim. On était là en 2012 avec lui, on l'a battu, on l'a laminé, et il n'a jamais gagné dans son bureau de vote. Au point où on a toujours tapé on a toujours gagné dans son bureau de vote. Donc, je pense que quelqu'un qui ne peut pas gagner dans son bureau de vote, s'il a des ambitions, qu'il soit d'abord maire du point E, ensuite député et président de la République. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Parfaitement. Peut-être votre mot de la fin pour qu'on... Je tenais à remercier tout le monde, toute l'équipe de l'ERL, de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. Et je remercie les internautes. Je sais que c'est pas facile de parler. S'il y a faille ou bien quelque chose qui est vraiment à gauche, qu'ils comprennent que c'est M. Diop qui m'a rendu aussi, qui m'a un peu fait chaud. Donc moi je suis un homme du back office, je ne suis pas dans le front office. Donc merci à tous.